yo quiero una breve introducción, no tanto de presentación, que no la necesita evidentemente, pero sí de contextualización de lo que ha significado y significa Samir Amin para los estudios del desarrollo en esta facultad y en este país. Yo sobre todo conozco de esta facultad evidentemente los últimos 30 años. Y después, y para conformar un poco su intervención, él está continuamente está siendo, digamos, explotado en forma de explotación de plusvalor, pero sí se le está explotando bastante en su visita. Entonces ya, para que se aclare un poco, yo le he pasado le voy a plantear unas cuestiones que a mí en concreto me parecen importantes de transmitir, que se planteen en este curso del máster. No se trata de hablar de todo, yo podría hablar de todo, sino de centrarnos en la medida posible en lo que es el tema de este primer año del máster, teniendo en cuenta que yo voy a desarrollar una serie de ideas. Entonces él va a responder, o él va a hablar sobre los temas que le voy a plantear. De ahí, lo que ya he hablado, después abrimos un orden de intervenciones, bueno, de preguntas que quieran hacer, hasta la hora que toca, que son las 8. Y ya está. Bueno, a nivel, como les decía, de introducción de un poco del contexto, yo quería remarcar que para muchos estudiosos y militantes de la problemática del subdesarrollo y del desarrollo, Samir Amin ha significado un antes y un después. En nuestro país, o sea, en España, en el contexto histórico, en el momento histórico de la publicación de las traducciones de sus obras, que fueron casi todas en la segunda mitad de los 70, solo su gran obra de la acumulación a escala mundial, la que era su tesis, fue publicada en castellano en el 74. Y entonces yo tengo una anécdota. Yo estudiaba en Valencia y es una anécdota vital porque yo estaba estudiando teoría monetaria y yo iba a hacer mi tesis de licenciatura en teoría monetaria. Lo que pasa es que en esa época, en el 74, calculen más o menos, la Facultad de Economía estaba cerrada y ocupada por la policía más o menos 2/3 del año. Lo demás estaba cerrado, con lo cual los estudiantes que estudiamos durante la dictadura teníamos mucho tiempo para leer, porque estaba siempre cerrada la facultad. Nos formábamos, había pocos libros de marxismo, pero bueno, algo llegaba. Y cuando salió la acumulación a escala mundial, yo que estaba por la teoría monetaria, hubo un compañero que me dijo: oye, ha salido este libro, mira, pero esto es de subdesarrollo, esto es de los países subdesarrollados, esto no habla de lo propio del socialismo y la lucha socialista contra la dictadura franquista, que es lo que nos preocupaba entonces, ¿no? Dice, sí, pero tiene al principio unos elementos de teoría monetaria y una explicación que te puede interesar. Después, en la reedición del desarrollo, de la teoría del desarrollo es igual, de las formaciones sociales, que ya en España es del 76, había un apartado muy importante sobre teoría monetaria que efectivamente pues ya estaba en la tesis primera, ¿no? Y por ahí fue por donde yo descubrí Samir Amin, por la parte de la teoría monetaria. Después, cuando vine a Barcelona, inmediatamente, como ya no pude hacer la tesis en teoría monetaria y Vidal vino, por otro hacer economía mundial, pues entonces ya a partir de ahí sí que vimos la tremenda importancia de los análisis de Samir Amin a nivel de conceptualización, además, en términos del análisis estructural, en términos de la crítica a la teoría del desarrollo, y sobre todo de una manera muy activista, muy militante y muy sólida desde el punto de vista teórico, es decir, muy poco doctrinario. Y eso es muy importante para toda una generación de estudiantes de ciencias sociales que durante la dictadura franquista prácticamente lo que habíamos tenido era acceso a materiales bastante doctrinarios. Y lo que no era doctrinario, porque eran de los grandes teóricos, nos lo enseñaban
en seminarios, en círculos, en clandestinidad, de una manera muy doctrinaria. Y por lo tanto, poder descubrir que había debate y que Samir Amin planteaba debates muy serios sobre la forma de aplicar el marxismo al conocimiento de la realidad, pues para nosotros fue un tremendo descubrimiento. Y eso, un antes y un después. Hay muchos temas de la teoría del desarrollo que nosotros hemos planteado en este curso, los grandes debates, incluso lo que les he puesto como ejercicio de examen, ¿no? Si el subdesarrollo es producto de la ausencia del capitalismo o de la presencia del capitalismo, que en definitiva pues, ya estaban planteados en los debates de los 70. Samir Amin era una crítica a ello frente a Warren y a los marxistas tipo Warren, incluso los rostovianos, ¿no? Y por lo tanto, no sé si desde todavía estoy marcado por estas cosas. Por otra parte, también quería decir que Samir Amin, como él mismo ha escrito y reivindicado sobre sí mismo, siempre ha puesto su inmensa actividad intelectual al servicio de la acción más que de la academia. Le interesó muchísimo más en relación política, en la intervención en los movimientos de transformación, que no en hacer una carrera académica que por lo demás se la ha reconocido evidentemente, pero que seguramente habría sido distinta, a lo mejor también más aburrida, si hubiera tirado por ahí, ¿no? Pero, claro, esto lo hizo académicamente siempre incorrecto. Y esto ha supuesto que, bueno, pues haya habido problemas, por ejemplo, en nuestras universidades, sobre todo en este país, pues para poder seguir sus programas de investigación, poder hacer análisis empíricos de sus propuestas, etc. Y de esto pueden dar fe muchos doctorandos y estudiantes que han tenido que cambiar después de haberse, digamos, enamorado de las teorías del desarrollo desigual. Han tenido que acabar haciendo pues tesis normales y desarrollos normales porque no había posible. De todas maneras, nos felicitamos y de que esto es como el poblado de Asterix. Aquí en Barcelona, en la Universidad de Barcelona, hemos resistido, mal que bien se sigue resistiendo, y este máster es una de las mejores demostraciones, ¿no? Y por eso estamos muy contentos y orgullosos de poder contar con Samir Amin para esta sesión extraordinaria, porque es de los teóricos que ha hecho posible precisamente que mantengamos esta lucecita de este lugar de reflexión seria, consistente y obsesionado con que este mundo no está bien y hay que transformarlo y hay que prepararse y entenderlo para transformarlo, ¿no? Y no para defender el orden injusto, ¿no? Samir Amin en este sentido nos ha ido proporcionando continuamente ideas, teorías y análisis y bueno, en base a eso es por lo que queremos aprovechar su presencia y le vamos a plantear en el marco de este máster pues 3 cuestiones. El máster es globalización, desarrollo y cooperación. La idea sería fundamentalmente pues eso, qué cooperación, para qué desarrollo, en qué marco globalizado. Los 3 puntos que le planteo ahora es, en primer lugar, el contenido, qué piensa sobre el contenido actual del desarrollo, entre comillas, al que pueden aspirar las economías periféricas. ¿En qué puede consistir? Es decir, es dicho desarrollo en su base económica y en su superestructura. O sea, cuando hablamos de desarrollo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué contenido técnico-económico, de progreso, de bienestar y incluso en términos superestructurales, qué contenido del desarrollo en términos nacionales, superestructurales, tiene sentido o da contenido al concepto de desarrollo? ¿De qué desarrollo vamos a seguir hablando cuando hablamos de desarrollo? Este es el primer tema, contenido actual del desarrollo. El segundo es un tema muy relacionado también con lo que fue para mí y desde luego Vidal Villa esto nos lo transmitió de una manera muy potente también, uno de los impactos políticos ideológicos más significativos en los años 80,
era lo que Samir Amin llamó la vocación afroasiática del marxismo. Es decir, de alguna manera, en el contexto de la lucha de clases a escala mundial, porque la acumulación de capital es a escala mundial, ¿qué papel cumple cada uno y qué papel nos queda a los efectos? Sí, las clases obreras de los efectos. Yo me he peleado, como comentó más de una vez, mucho con los sindicatos de aquí por eso. Y, claro, esto que podía parecer bastante claro a finales de los 80, los primeros 90, a partir de el cambio en la División Internacional del Trabajo y en la estructura y la dinámica de la lucha de clases, pues yo no sé si la base de la transformación sigue, y desde el punto de vista de clase, sigue estando o sigue pensando Samir Amin que tiene este ámbito afroasiático, o ahora habría que distinguir asiático o solo africano o qué, o latinoamericano, que sería nuevo. Y en este sentido, ¿qué papel le ve a China? ¿Cómo ve la transición de China? ¿Cómo diagnostica la transición de China? Si es hacia un autocentramiento capitalista, hacia un autocentramiento, hacia una semi-periferización capitalista, o hacia un autocentramiento socialista. O sea, el papel de la periferia es lo mismo. Y la tercera tiene que ver con su concepto último, o por lo menos lo que yo he visto en los últimos años, utilizando más como definición del contexto político real del imperialismo, que son los 5 monopolios, los capitales, etc. Y entonces, sí, el tercer tema que me gustaría que se plantease es si estos 5 monopolios, o si este centro sigue siendo, con la actual crisis y con la actual subida de la semiperiferia o de alguna semiperiferia que puede cuestionar algunos de los monopolios, pues entonces si ve un posible cambio estructural en el sistema mundial capitalista, o ve que ese cambio estructural sería a favor del enfrentamiento necesario, en el sentido necesario histórico, el enfrentamiento militar entre semiperiferias y Bueno, muchas gracias a tú y a todos y todas. Muchas gracias. Es un placer para yo conversar con ustedes. Bueno, bien, je crois que ce sont 3 questions importantes, centrales, et c'est bien de commencer peut-être de cette manière. Je serai relativement bref parce que je pense que vous voulez intervenir. Vous avez en complément ou en dehors de ces 3 questions d'autres questions. Et ce n'est pas une conférence, c'est un dialogue que nous avons aujourd'hui. Bien. Mais avant ça, je voudrais dire quelques petites choses sur l'accumulation. J'ai écrit l'accumulation à l'échelle mondiale comme thèse de doctorat. Je l'ai écrit en 1955. J'avais 24. Et ce gros truc présente tous les défauts d'un travail d'étudiant. Mais je me posais la même question que j'ai continué à me poser jusqu'à présent. C'est-à-dire de voir le capitalisme non pas à son niveau le plus élevé d'abstraction, le mode de production capitaliste, mais comme un système mondial. Et par conséquent, l'accumulation à l'échelle mondiale, les luttes sociales et politiques à l'échelle mondiale. La seule chose dont je suis un peu fier, je le reconnais, c'est d'avoir écrit un anti-Rostov 6 ans avant que Rostov n'apparaisse, les étapes de la croissance. Les étapes de la croissance restent la Bible de toute la pensée bourgeoise maximale sur la question du développement, conçue comme retard, et je prenais position contre cette thèse avant qu'elle existe, avant qu'elle ne soit formulée. C'est-à-dire que développement et sous-développement sont les 2 faces de la même pièce de monnaie, qui est le capitalisme mondialisé. Alors, quelles qu'aient été les limites, les faiblesses énormes
de cette thèse. C'était mon point de départ. J'étais un lecteur précoce de Marx, et j'espère attentif. J'ai toujours lu et relu Marx, je dirais presque dans la totalité de ce qui est disponible, tous les 20 ans. À l'âge de 20 ans, à 40 ans, 60 ans, et maintenant à 80 ans, je recommence cette lecture. Parce qu'on lit toujours avec l'expérience qu'on a eue entre-temps, avec les changements qui ont eu lieu dans le monde, on a une autre lecture. Et c'est important de le voir. Mais je ne suis pas un exégèse de Marx. Ça ne m'intéresse pas de savoir si sur tel point Marx avait dit ou n'avait pas dit ceci ou cela, et je ne suis pas un exégèse. Bien, cette lecture de Marx, même la première, dès la première, m'a évidemment enthousiasmé, convaincu fondamentalement, et je n'ai pas changé sur ce point, mais m'a laissé sur ma faim, et je suis toujours sur ma faim. C'est-à-dire que je n'y ai pas trouvé les réponses aux questions que je posais. Notamment dans 2 ou 3 grands domaines. Le premier, c'était le sous-développement. Comment se fait-il que ces sociétés d'Asie et d'Afrique, certaines d'Asie et d'Afrique, qui ont été les plus brillantes dans l'histoire, se sont retrouvées dominées et sous-développées. Et je n'avais pas trouvé de réponse dans Marx, ni dans le Capital, ni lorsque c'est paru quelques années après, 57 je crois, ou 58, les premières publications dans une langue lisible par moi, des Grundrisse et des fondements. C'est-à-dire que cette question de la nature des sociétés, des structures sociales et la nature des sociétés non-européennes et antécapitalistes. Avec les 2 thèses, ou familles de thèses, du marxisme ou des marxismes historiques, la thèse des 5 États, qui n'est pas la thèse d'une invention de Staline, même si Staline lui a donné une forme de catéchisme particulier, avec qui est la thèse générale de toute la pensée européenne, historique dominante, bourgeoise et marxiste, ou la thèse, aussi en parallèle toujours, des 2 familles d'exception européenne et le despotisme oriental, depuis le XVIIIe siècle. C'est aussi, c'est pas spécial à Marx non plus. Aucune de ces 2 thèses ne me satisfaisait, et je pensais donc que le matérialisme historique, la construction du matérialisme historique avait été amorcée par Marx, et qu'elle continue à être une tâche qui n'est certainement pas complétée, qui ne pourra pas être complétée, qui peut avancer, mais la pensée n'a pas de frontières, n'a pas de limite. On n'atteint pas l'absolu, la connaissance absolue définitive. Me laisser également sur ma fin sur la question du rapport entre l'économie et le pouvoir. C'est-à-dire la question de la double aliénation, les aliénations marchandes, les aliénations économicistes et les aliénations liées à l'exercice du pouvoir, religieuses ou non religieuses. Et je suis resté avec ces préoccupations toute ma vie jusqu'aujourd'hui. Je pense que je ne changerai pas pour d'autres préoccupations majeures. Mais pas du tout en académie. Je suis devenu prof par hasard, que je ne regrette pas parce que j'ai beaucoup aimé ce métier, mais j'ai toujours été davantage un militant qu'un enseignant. Les 2 ne sont pas contradictoires, loin de là. Bon, c'était simplement une petite introduction. Mais pour venir à tes questions, parce que tes questions, mes commentaires sur tes questions, peut-être seront un peu plus compréhensibles si
vous placez dans la perspective où je suis. C'est-à-dire que le marxisme, le mot d'ailleurs ne plaisait pas à Marx, c'est bien connu, la phrase célèbre qu'il ne se reconnaissait pas dans le marxisme, il n'était pas marxiste. Le marxisme, les marxistes historiques, la pensée de Marx et amorce, elle ne conclut pas, une recherche par le sens académique, une pensée critique. Et comme le monde change, même le capitalisme, tout en restant le même, il change en même temps, la pensée critique ne peut pas être finalisée à un moment donné de l'histoire. Voilà la pensée critique. Alors, la première question. Il y a, et là je peux vous citer, ce n'est pas par exagèse, parce que c'est facile à se souvenir, dans le livre 1 du Capital, au chapitre 15, la dernière phrase, donc c'est facile à retrouver, très facile à retrouver, heureusement c'est la dernière phrase, le dernier paragraphe est la dernière phrase, où Marx dit, à peu près textuellement, l'accumulation du capital, la valorisation du capital, détruisent les fondements de la richesse, et il dit bien la richesse, pas la valeur. L'être humain, il dit l'homme, parce que c'est pourquoi on ne disait pas l'être humain, on disait l'homme, et la terre. La terre, c'est la nature. C'est-à-dire que cette vision de la nature destructrice et non constructive, non pas la destruction constructive à la Schumpeter, mais la dimension destructive de l'accumulation, de la logique de la valorisation du capital, détruit l'être humain et la nature. Et je dirais entre les deux aussi la société, ou les sociétés. C'est dans Marx. Je suis tout à fait conscient que les marxismes historiques et les pratiques des marxismes historiques, et notamment des socialismes réellement existants, ont parfaitement oublié cette phrase et ont réduit la construction socialiste à un capitalisme avec justice sociale, plus d'efficacité et moins destructif. Bon. Je viendrai sur ce point parce que ce n'est pas par hasard et ce n'est pas, le père Staline qui est à l'origine de cela, par ses défauts personnels, mais la logique de l'histoire. Donc, je suis très heureux que les écologistes, ce qu'on les appelle ainsi, aient redécouvert par leurs propres moyens et probablement sans jamais lu Marx, cette réalité évidente, qui aurait dû être une évidence permanente chez nous, dans notre camp, et qui n'a pas été. Bien que, on ne peut pas dire que tous les communistes, à travers l'histoire, ont été parfaitement ignorants et négligents, mais dans l'ensemble, oui, cette dimension a été. Elle prend le devant de la scène maintenant parce que nous sommes parvenus à un stade où cette destruction est plus évidente qu'elle ne l'était il y a 50 ans, a fortiori il y a 5 ans. Beaucoup des ressources naturelles qui paraissaient illimitées et qui étaient illimitées à l'échelle de l'exploitation des époques antérieures paraissent maintenant devenant rares, au moins qu'on puisse dire. Je ne sais pas si elles sont toutes en voie de disparition ou pas. Je ne suis pas tout à fait convaincu que les effets de cette destruction sur les transformations du climat soient aussi gigantesques que certains le pensent. En tout cas, leur démonstration ne me paraît pas convaincante. Mais peu importe, nous sommes parvenus à un stade où effectivement cette dimension ne peut plus être oubliée. Et donc, on ne peut plus avoir une vision du développement qui est sous-développée et développée, d'une
tout le monde, de la planète entière, de toutes les sociétés, sans donner à cette dimension toute... c'est une invitation à retourner à la valeur d'usage. La définition même du capitalisme, c'est un système fondé sur l'exclusivité de la valeur d'échange et la valeur d'usage complètement subordonnée. Le consommateur qui choisit librement, etc., ça c'est du blabla idéologique. Nous savons qu'il est les modes de production déterminent les modes de consommation et les procédés par lesquels ces modes de consommation s'imposent sont évidents. Pour moi, je l'ai dit plusieurs fois, je l'ai dit à ma conférence très brièvement, je l'ai redit ensuite dans des discussions que j'ai eues hier et aujourd'hui, le socialisme, je dirais même le communisme, est un stade plus avancé de la civilisation. Ce n'est pas le capitalisme plus une répartition socialement acceptable et même voire égalitaire, ce n'est pas le capitalisme plus une efficacité plus grande, qui n'a pas eu dans les socialismes réellement existants, y compris en introduisant la dimension écologique en question, c'est un stade plus avancé de la civilisation. C'est-à-dire c'est quelque chose de proche et lointain en même temps. L'avenir commence aujourd'hui, mais l'avenir ne se termine pas demain. Et donc un processus. Et finalement une civilisation fondée sur la valeur d'usage. Et dans cette valeur d'usage, il y a la valeur d'usage de la nature qui nous entoure. Je ne suis pas de la philosophie zen, ou de la philosophie prétendue bouddhiste ou autre, ou hindouiste, qui pense que l'être humain est une partie de la nature. Il est partie de la nature, mais il est aussi distinct de la nature. Je ne suis pas donc pour contre en disant que nous devons je ne suis pas passéiste. Je ne crois pas que l'appartenance à la nature telle à laquelle était condamné l'être humain dans les cavernes qu'on trouve ici au nord de l'Espagne, une très belle caverne, était le modèle de l'avenir. Hein. Le pauvre être humain était soumis à la nature d'une façon terriblement brutale et méchante. Hein. Bon. De rétablir cette valeur d'usage. Alors comment? Je n'ai pas de recette dans ma poche, et je crois que quiconque prétendrait avoir une recette dans sa poche serait un petit rigolo, au mieux, et un escroc dans certains cas. J'ai cité hier pas mal de noms de Français que j'estime des escrocs de ce genre, hein, qui ont la recette toute prête. Ce qui ne veut pas dire que nous ne devons pas discuter et combattre pour des objectifs stratégiques allant dans ce sens, sans avoir une garantie donnée par un bon Dieu quelconque de réussite absolue. Voilà mon commentaire, ce n'est pas une réponse. Bon, et ta première question est deux questions en réalité. Il y a la question et ça conduira à la relation afro-asiatique, le national et le mondial. Bon, l'accumulation à l'échelle mondiale signifie que mon point de départ était que cette dimension mondiale a été sous-estimée dans les marxismes historiques, à partir de Marx. Et qu'elle n'est, vous savez, dans une lettre à La Salle, je viens de la relire, parce que je relis ça tous les 20 ans, donc je peux donner la date, je me trompe peut-être de 4 jours, mais c'est pas important, c'est ou du 22 ou du 26 février 1858, et c'est dans le volume des écrits sur le capital, pour le français édité par les éditions sociales. Dans une lettre à La Salle, Marx dit qu'il a en tête 6 livres
Et le 1 s'appelle le capital, qui est devenu 3. Le 2 s'appelle la rente foncière, qui a été traitée partiellement dans le 3 du capital. Le 3 s'appelle l'État. Non, le 3 s'appelle... Bon, j'ai oublié. Peu importe. Il y en a un qui s'appelle l'État, c'est-à-dire la relation du politique, la question du pouvoir, du rapport du pouvoir à politique et au pouvoir économique, et vice-versa. Les deux derniers s'appellent le commerce international et le marché mondial. Le livre 6 du Capital, qui n'a jamais été écrit, s'appelle le marché mondial. Autrement dit, Marx avait un projet qui était le projet du matérialisme historique et le projet du capitalisme dans toutes ses dimensions, pas seulement son économique et son politique, et non pas seulement son local, national éventuellement, mais sa dimension mondiale. Bon, il n'a pas écrit ce livre 6 du Capital, je ne prétends pas l'avoir écrit, mais je prétends avoir posé la question, c'est-à-dire passer de la loi de la valeur, qui est la loi de la valeur conçue au niveau suprême d'abstraction, le mode de production capitaliste, à la loi de la valeur mondialisée. Bon. Et je prétends avoir peut-être aidé à avancer dans cette direction. Alors là, nous avons donc un rapport conflictuel, complémentaire et conflictuel entre les niveaux nationaux, si on veut, et le niveau mondial. Cette préoccupation donnant au niveau mondial de l'importance m'a amené à me trouver en sympathie immédiate avec les trois autres collègues. Nous avons constitué la bande des quatre de ce moment, dans les années 70, avec André Gunderfrank, avec Immanuel Wallerstein et avec Giovanni Arrighi. Deux d'entre eux sont disparus, Frank et Giovanni Arrighi. Parce que nous avions en commun cette idée que le capitalisme était un système mondial. Et qu'il l'avait probablement été toujours un système mondial. Ce n'était pas une nouveauté de la phase impérialiste à partir de la fin du XIXe siècle. Bien que nous ayons eu des analyses très différentes de la nature de ce système mondial. Je pense que le plus proche de moi, c'était Giovanni Arrighi, et que les deux autres ont donné davantage le système mondial le tout détermine les parties. Moi, j'ai une vision plus, je ne veux pas utiliser le terme dialectique, ce serait prétentieux, que du va-et-vient entre le mondial et le national. Le mondial est un produit façonné par une transformation, mais il agit sur le local et le national. Bon, ce que je crois avoir exprimé d'une façon peut-être plus claire que d'autres marxistes, c'est que ce système capitaliste mondialisé dès l'origine, c'est-à-dire puisque nous sommes en Espagne, encore une fois, 1492, la date bien connue de tous les Espagnols. Parfois ailleurs, on me demande qu'est-ce qui s'est passé en cette année-là. Deux petites choses. Bien. Une très petite, c'est votre réconquiste achevée, et une très grande, c'est l'avance de la destruction des Amériques. Bon. Et l'avance, même pas le seul responsable. Et ce système a été, à toutes ses étapes, dans des formes diverses, c'est pas la même chose, rien ne change, à toutes ces étapes, dans des formes diverses, polarisées. Bon, les bases de la polarisation, elles ont été posées pendant les 3 siècles du mercantilisme.
Et la polarisation, elle a été achevée, si on peut dire, développée à une allure vertigineuse à partir de la révolution industrielle. Chacun sait que jusqu'à la révolution industrielle, et peut-être même jusqu'à un peu après, c'est redevenu à la mode, mais c'était connu, la Chine était plus avancée que l'Europe. Le paysan chinois vivait mieux que le paysan européen, jusqu'en 1820, et peut-être même au-delà. Il y avait une polarisation à l'échelle. Cette polarisation, c'est à partir de la révolution industrielle qu'elle apparaît. Elle devient gigantesque en 2 siècles. C'est-à-dire que le rapport, même si pour 80% ou 90% de la population humaine, parce qu'il y avait quand même une population dans des conditions écologiques dramatiques et très isolées, beaucoup plus pauvres que d'autres, mais plus misérables, disons, dans des conditions plus dures. Mais pour 80 ou 90%, le rapport était analogue. Au moment des croisades, les Européens et les Arabes, c'était la même chose, se comprendre, se détestant, ou s'aimant bien, selon les moments, hein, même des niveaux de développement. Et on est passé de ce stade à une polarisation mesurée mal par le PIB de 1 à 60 aujourd'hui. C'est gigantesque. Alors, ça a posé. Je ne veux pas, encore une fois, Marx n'a pas, je ne sais pas ce que Marx aurait écrit, s'il avait écrit son livre aussi sur le marché mondial, c'est-à-dire s'il aurait vu cette polarisation ou s'il ne l'aurait pas vu. Je ne sais pas un exercice de devinette sur ce. Parce que les bribes qu'il donne sur le sujet montrent qu'il avait conscience que les deux étaient possibles. Il voyait une tendance homogénéisante, mais il voyait aussi les tendances polarisantes. Il y a des phrases dans les deux sens. On ne sait pas ce qu'il a écrit. Et c'est l'origine de ma proposition en termes de centre et périphérie. C'est-à-dire, et pas semi-périphérie. J'ai eu une petite diatribe avec Johann Henry, un ami. Bon, si on introduit semi-périphérie, on peut avoir 2, 3, 4, 5, 6, 8 catégories, si vous voulez. On retombe dans le truc de la Banque mondiale avec la pyramide. Et à $2 000, il est mieux qu'à $1 000, et moins bien qu'à 3 000, etc. Non, parce que le capital qui domine et qui domine à l'échelle mondiale, il est strictement et intégralement celui des centres. Il y a eu des changements. Bon, d'abord, la frontière des centres n'a pas été décidée en 1492 par le pape, qui avait décidé d'un autre partage, mais est apparu très rapidement. Bon, un autre capitalisme aurait été possible, c'est à la mode aujourd'hui de le dire. Oui, parce que ce qui a été amorcé en Europe à partir de la Renaissance et ensuite des Lumières pour devenir le capitalisme historiquement existant dans sa forme achevée, c'est-à-dire à partir de la révolution industrielle, même si tous ces termes sont discutables. Hein. Bon. Mais pas le commencement de l'histoire. Je l'ai dit hier, le capitalisme est une très longue incubation. 10 siècles peut-être. Je ne suis pas d'avis d'André Gouda-Franck quand il dit que depuis les cavernes, il existe, parce qu'il confond capital et équipement. Alors effectivement, même l'être humain le plus primitif avait un caillou dans la main. C'était un équipement, c'était pas un capital. Bon. Mais cette formation
Et l'incubation commence en Chine. Elle commence avec les Sous. Et il y a des choses très importantes qui se passent en Chine à ce moment-là, qui sont la naissance de la modernité. La Chine invente 3 choses. 5 siècles avant les Européens. L'État bureaucratique, avec l'éducation et le recrutement d'une bureaucratie, qui est devenue la bureaucratie impériale, par examen, c'est très différent des formes de pouvoir patriarcales des autres sociétés, ou patrimoniales des autres sociétés féodales. L'examen, le concours, avec aussi tout ce qu'il a accompagné de l'idéalisation ouverte à tous, égale pour tous, potentiellement, effectivement. C'est-à-dire l'État moderne. C'est l'État moderne, en peu près l'Empire. Ils avaient adopté une religion de salvation, de sorte une religion, le bouddhisme. Ils rompent avec le bouddhisme. Et ils lui substituent une philosophie laïque. La réinterprétation de Confucius qui avait existé avant. C'est-à-dire qu'ils inventent la laïcité. Ils inventent l'État moderne, ils inventent la laïcité, et ils inventent cette proposition confucienne que l'histoire est faite par les êtres humains, elle n'est pas faite par Dieu, mais par les ancêtres, avec tout le respect pour les ancêtres. Donc, la modernité. Bon, la Chine s'engage à partir de ce moment dans un développement moderne qui la place effectivement de l'an 1000 jusqu'à la révolution industrielle à l'avant-garde. Au point que les penseurs des Lumières européennes du XVIIIe siècle, la Chine est le modèle. La Chine est le modèle. L'auteur français moderne, Etienne, dans son beau livre L'Europe chinoise, le rappelle que pour les Européens, le modèle, c'est la Chine. L'État moderne, l'État laïque, l'État non religieux, et les êtres humains, les sociétés, aussi, évidemment, étant celui qui fait l'histoire, et pas l'histoire faite par Dieu. Bon. Une fois le capitalisme réellement existant a été une des formes possibles, mais dans l'histoire, on explique ce qui s'est passé, on n'explique pas ce qui aurait pu se passer. À ce moment-là, c'est un autre genre que le genre historique qui explique la réalité. Le modèle européen était l'accumulation fondée sur la dépossession. L'accumulation primitive n'est pas l'accumulation primitive, c'est l'accumulation permanente qui est primitive. Bon. Et cette dimension de l'accumulation par expropriation et dépossession est permanente. Elle commence avec la destruction des Amériques, elle se poursuit avec la colonisation. Contrairement à ce que Marx a écrit, l'industrie chinoise et indienne, qui était largement supérieure à l'industrie européenne, n'a pas été détruite par les canons de la concurrence et de la compétition, mais par les canons tout seuls. Les vrais canons militaires. Bon. Cette première vague d'accumulation de possession a donné aux Européens une supériorité. La supériorité militaire. Qui apparaît clairement avec les guerres de la Révolution et de l'Empire. L'expédition de Bonaparte en Égypte en est l'exemple le plus. C'est la première fois, et il lui-même découvre que la force que les Européens ont par rapport aux autres sociétés n'est plus comparable à l'époque des croisades. C'est fini. Il y a un basculement dans le rapport de force militaire. Et que donc l'Europe peut marcher cette fois franchement à la conquête du monde.
sans problème. Et elle le fait. Elle doit faire traiter. Bon. Alors, c'est ça le centre de la PME. C'est pas seulement, alors on peut l'examiner en économiste sous l'angle limité, important, limité de l'échange illégal qui est là des années 70, avec André, Emmanuel, etc. On peut l'examiner d'une manière un peu plus large sous l'angle de la division internationale illégale du travail, mais on peut l'examiner aussi dans toutes ces dimensions. Je ne veux pas employer le terme culturel parce qu'il est galvaudé, il sert à dire n'importe quoi. Mais dans toutes ces dimensions politiques, et culture au sens de culture politique. Alors, c'est à partir de là donc que la contradiction fondamentale du capitalisme, qui est la traduction du travail exploité et capital exploiteur, se manifeste à titre principal, et pas exclusif, par la paupérisation à l'échelle mondiale. Quand on dit qu'il n'y a pas de la loi de la paupérisation, Marx a été démenti sur la question de la loi de la paupérisation. Il a été archi-prouvé, au contraire. À l'échelle mondiale, ce qui est le plus flagrant, c'est la paupérisation. Cette polarisation, c'est un autre mot pour paupérisation. Mais à l'échelle mondiale, pas à l'échelle des États-Unis, ou même de l'Espagne, ou de la France, considérant les Américains. Je n'ai donc pas été surpris, je n'étais pas né, mais je ne suis pas surpris aujourd'hui, en lisant notre histoire du XXe siècle, que la remise en cause, avec toutes ses limites et contradictions, du capitalisme a commencé par sa remise en cause comme système mondial. Et comme donc, à partir de révolution ou de remise en cause, à partir des périphéries, que ce soit la Russie, la Chine, le Vietnam, Cuba, Bandung, et aujourd'hui l'Amérique latine avec ses avancées révolutionnaires. C'est ça. La remise en cause a été essentiellement à partir de là. Et c'est là que vient mon concept de déconnexion. C'est-à-dire qu'on ne peut pas surmonter les problèmes de la paupérisation associée à l'accumulation du capital à l'échelle mondiale sans amorcer la sortie, je ne peux pas sortir par un décret, amorcer la sortie de la logique du capital à la fois sur le plan interne et sur le plan des relations externes, des relations internationales. La combinaison n'est pas facile, parce qu'elle est conflictuelle. On peut croire, et c'est l'illusion permanente, qu'on peut sortir de système impérialiste sans sortir de la logique capitaliste. C'est la grande illusion du capitalisme national chinois d'aujourd'hui. Bon. C'était à sa manière la grande illusion du soviétisme. Sortir du système. Il ne pensait pas mettre en place un système capitaliste, mais nous savons que c'était un système très proche du capitalisme, en fait. Même s'il se vivait autrement. Donc, de dissocier. Associer les deux, c'est ça le grand problème. C'est là que je viendrai pour la convocation asiatique et africaine. Alors, c'est là que le national et le global, on pourrait décomposer la question et venir à le national et le global à l'échelle européenne, l'Espagne et l'Europe, et l'euro. On peut en discuter. J'ai fait un interview à Viejoto pour que vous pourrez donc lire dans le temps sur cette question précisément, plus précisément. Donc, on le retrouve à tous les niveaux, cette question. Et pas seulement centre-périphérie. Bon. Alors, et cela ne veut pas dire que les périphéries sont homogènes. Quand on me dit la périphérie ne peut pas, un front de la périphérie est impossible parce que les situations, qu'est-ce qu'il y a de commun entre la Chine et le Gabon?
je dis à l'époque de Bandung, qu'est-ce qu'il y avait de commun entre la Chine de maoïste et le Gabon de l'époque, hein. C'est-à-dire la diversité. Les périphéries se sont toujours conjuguées au pluriel. Leur seule définition positive, c'est de ne pas être des centres, et d'être donc soumis. Mais soumis avec des fonctions différentes, selon les moments, selon les situations, etc. Et donc toujours diverses. Elles n'ont jamais été homogènes. La périphérie, on ne peut pas parler de la périphérie, donc on peut parler le centre, mais les périphéries. Alors, ça m'amène à la deuxième question sur la relation. Je suis bien colo. Je ne suis pas surpris que Marx était un Européen et pas un Chinois. Hein. Bon, 3 siècles avant, il aurait été Chinois. Mais bon, le passage à la forme achevée du capitalisme historique, avec, à partir de la révolution industrielle, avec le bleu, même en Europe, dans l'ouest de l'Europe, entre le triangle, Londres, Amsterdam, Paris, avec un petit prolongement de l'Allemagne de l'Ouest, etc. Donc, ce n'est pas un hasard si la pensée critique, la formulation, l'amorce de la formulation d'une pensée critique radicale du capitalisme est née en Europe. Mais le capitalisme est un système mondial. Et par conséquent, il a une vocation, il n'a pas seulement une vocation asiatique et africaine, il a aussi une vocation latino-américaine, il a une vocation universelle. Et là, ce universalisme ne peut pas être compris comme le transfert des problèmes qui se posent au centre, en l'occurrence à l'Europe, au reste du monde. Parce que le reste du monde, ce sont les périphéries, ce n'est pas le centre. Et donc avec des structures sociales, d'abord avec un passé différent, mais aussi avec des structures sociales, en liaison avec la réalité capitaliste, complémentaires mais différentes de celles des centres, avec donc des problèmes qui se posent à la société et aux classes populaires dans leur lutte pour l'émancipation, différentes de celles des centres, et par conséquent une exigence pour le marxisme. Il ne peut devenir universel. Je ne parle pas de l'éloge de la différence. Moi, je n'accepte pas c'est une vision culturaliste qui fige la différence dans l'éternité, mais de prendre toute cette mesure. Et là, quand même, Marot a fait quelque chose. Et il représente une civilisation, dans ce cas-là, du marxisme, avec qui a eu une capacité extraordinaire, quelle que soit la suite de l'histoire. Il n'y aurait pas de miracle chinois aujourd'hui et d'émergence de la Chine aujourd'hui sans la révolution chinoise. Quand la Banque mondiale nous raconte que c'est l'ouverture qui a amené le miracle, l'ouverture, le Gabon est ouvert depuis plus longtemps que la Chine, mais il n'y a pas de miracle. Hein. Bon, et d'autres. Donc, c'est la révolution qui a créé les conditions d'un succès, même du succès actuel, avec tous ces caractères douteux sur ce à quoi il conduit, mais c'est ça que je veux dire par la vocation africaine et asiatique. Hein. C'est là que je me suis trouvé en confluence avec beaucoup de Latino-Amérique, beaucoup, avec toute la génération, la fraction radicale. Je pense que dans l'indépendantiste, là, il y a eu de tout, hein, de tout, mais avec la fraction radicale de ces camarades latino-américains, est très mal compris en Europe. Souvent confondu avec une sorte de culturalisme
asiatique et africain. Et pas du tout avec ce que j'ai en tête. Bon alors, je vais arriver rapidement à la troisième question, parce que sinon je n'aurai pas de temps. Bon, le contraste centre-périphérie est passé par des phases successives, avec leurs caractéristiques principales différentes. Ce n'est pas la même chose. Alors, en gros, de la révolution industrielle jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, en gros, centre-périphérie est synonyme de monopole par les centres de l'industrie et par l'industrie dans les périphéries. Donc, dans la division internationale du travail, ça se traduit par exportateurs de matières premières agricoles et minérales, etc., etc. Bon, cette forme du contraste centre-périphérie, il n'est plus dominant. Et ce n'est pas la logique de l'accumulation du capital qui a amené le changement. C'est la logique des luttes de libération contre le capitalisme. C'est-à-dire, c'est la révolution russe, c'est la révolution chinoise, c'est Bandung, c'est le désarroïsme et la dépendance de l'Amérique latine qui ont amené à des degrés divers l'entrée dans l'industrialisation de l'Asie, de l'Afrique et de l'Amérique latine et contraint l'impérialisme à lui s'ajuster à un changement. Ce n'est pas la logique du capital, c'est la logique combinée de l'accumulation du capital et des forces qui luttent contre cette logique, qui ont créé ce changement. Alors, la réadaptation du capital à cette nouvelle société, à cette nouvelle donne, bon, l'industrialisation a des degrés divers. Degré numéro 1, la Chine, degré numéro 2, les autres pays émergents aujourd'hui, degré numéro 3, les pays marginalisés et très peu industrialisés. J'ai formulé sous la forme du 5 monopoles, on a dit, pour y avoir 6 ou 7 ou 10, on peut les reclasser autrement, c'est pas un monopole de la présentation, c'est une présentation pragmatique, descriptive. Par une série, je n'utiliserai pas le terme d'avantage comparatif parce qu'il nous renvoie à une fausse théorie des relations internationales, mais je dirais du monopole au sens large du terme, que j'ai et que vous n'avez pas, sur l'idéologie, sur l'accès aux ressources naturelles de la planète, c'est peut-être le plus important, sur le contrôle du système financier et monétaire mondialisé, sur ce qu'on a appelé les moyens de communication et d'information, etc., et sur les armements, en attendant de destruction massive, nucléaire et autres. C'est ça. Or, ces 5 monopoles sont fragiles. Et la conscience qu'il y a dans les classes dirigeantes même, de certains pays émergents, et numéro 1 de la Chine, plus atténués chez les autres, que ces monopoles peuvent être annihilés. La puissance de ces monopoles existe. Et ils peuvent être. Prenons le premier, technologie. La Chine a maintenant, et la seule, une capacité de développement de la technologie totalement indépendante, pour le meilleur ou pour le pire, totalement indépendante. Elle n'a pas besoin d'apporter elle a une capacité de développement de cette technologie. Elle n'est pas la seule. L'Inde l'a tout aussi, autant. Je crois que la Chine en fera usage, je ne crois pas que l'Inde en fasse un bon usage, ils s'en servent pour vendre leur main-d'œuvre au marché grâce à la langue anglaise, en faisant tenir tous les comptes de la British Airways et des compagnies par des Indiens à Bangalore et ailleurs, etc. Même un petit pays comme Cuba a démontré qu'il avait dans un domaine, et qu'il a choisi, celui de la médecine, des capacités qui sont concurrentes de celles aussi hautes que celles des États-Unis ou de l'Europe. Bon. Donc cette capacité
c'est un grand mythe, ce mythe de la technologie, du monopole de la technologie. Une société. Je ne dis pas que le Congo pourrait se débarrasser de sa dépendance technologique demain. Hein, mais je dis que le Sud, dans son ensemble, oui. Et notamment ceux qui sont les plus cohérents, les plus consistants. Deuxièmement, l'accès aux ressources naturelles de la planète, ça, c'est le grand problème. Et c'est le motif principal de guerre à l'heure actuelle. La classe dirigeante des États-Unis a développé, et c'est pas William Bush qui l'a développé, c'est Clinton, le contrôle militaire de la planète comme seule possibilité pour eux de s'assurer le contrôle de l'accès aux ressources naturelles. Il est mis en question par l'engouement rapide dans les guerres qui ne conduisent nulle part, comme on le voit déjà. Ce n'est pas encore leur défaite, mais leur victoire est impossible, déjà, c'est clair. Donc cet accès aux ressources naturelles de la planète, ce monopole, et c'est ça qui inquiète les Occidentaux, y compris les opinions publiques, comment maintenir leur mode de vie et de gaspillage sans cet accès. Comment le partager avec les Chinois, les Indiens, les Brésiliens, je ne sais pas qui. C'est le motif principal, et c'est la raison pour laquelle la première vague de la longue crise s'était ouverte sur la guerre inter-impérialiste, 1914, et la deuxième vague s'ouvre sur la guerre du Nord contre le Sud. C'est-à-dire un autre type de guerre. Le troisième, le monopole du contrôle du système financier et monétaire mondialisé. Il est déjà bien malade. Hein? Bon, il va être remplacé par quoi? Il ne sera pas remplacé par un système financier mondial idéal ou meilleur, inventé en retournant à Keynes 1945 ou à autre chose, mais nous allons vers l'éclatement du système financier et monétaire mondialisé, un éclatement peut-être en grande région, si on raisonne de cette manière, avec des articulations, bien sûr, et dans les grandes régions, je ne pense pas à l'euro et l'Europe, qui nous donne un grand malade de cet éclatement, mais c'est le programme de Shanghai, le groupe de Shanghai, qui est Chine, Russie, Asie centrale, Iran, et très attractif pour l'Inde et l'Asie du Sud-Est. C'est pas une petite région. Et ça, c'est un programme politique, le groupe de Shanghai. C'est pas des mots, c'est pas de la recherche académique, hein. C'est un programme politique. Le contrôle de technologie, ressources naturelles, les communications, etc. Il y a beaucoup de blabla maintenant. Bon, mais 5, les armements de destruction massive. Ça, nous sommes sur la voie de la prolifération. Hein. Et franchement, je vais paraître peut-être de mauvais goût, je ne suis pas contre la prolifération. Je suis contre le monopole des armes atomiques par les États-Unis. Et quelques autres, hein, mais les États-Unis en particulier. Et par conséquent, c'est en voie de remis en question, avec tous les dangers que ça comporte. Hein. Tous les dangers que ça comporte, ils sont gigantesques. Bon. Ce qui me semble le plus probable, et je conclurai par ça la troisième question, le plus probable, je ne m'en réjouis qu'à moitié, c'est que ces 5 monopoles vont être effectivement érodés rapidement, on ne va pas dire en 3 mois, hein, dans les 20 ans à venir, par des pays du Sud, dans un très grand chaos, avec des violences par et d'autre. D'une part, je me réjouis, parce que c'est l'amorce justement de déconnexion de nouvelle phase, hein, et d'autre part, ça ne me satisfait pas du tout, parce que nous risquons d'avoir un remake dans les conditions nouvelles
du XXe siècle, c'est-à-dire les périphéries actives dans la transformation du monde et les centres-mêmes. Et nous pouvons sortir, amorcer la sortie du capitalisme, et c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de sortie de la crise, sans amorcer la sortie du capitalisme en crise, que à la condition qu'il y ait des avancées au pluriel. Et les avancées au pluriel sont toujours des avancées inégales, au nord autant qu'au sud. Voilà. Bon, mais je m'arrête là parce que ça fait déjà presque une heure. Hein. Et il nous reste une heure. Je me tais maintenant et je voudrais vous écouter. Bueno, pues muchísimas gracias por esta intervención y a partir de ahora, como han quedado, supongo, muchos temas sobre los que podríais intervenir, incluso porque algunas cosas que yo las explicaba como si las planteabas hacia mí y ahora resulta que no. En fin, vosotros tenéis la palabra. Él entiende en castellano, o sea que si usted pregunta en castellano, despacio. Sí, yo quería preguntarle, o sea, no viene directamente al tema de la conferencia, pero bueno, es una preocupación mía. Si usted cree que en lo que hablamos del entendimiento entre África y Asia, ¿sería posible renovar el espíritu de Bandung hoy en día? Si, bueno, je préfère entendre davantage de vous, pas seulement une, deux, trois questions, hein, mais aussi des interventions, des commentaires, peut-être. Hacemos una ronda y después contesta a todos en grupo, porque igual se plantea. Yo, en el mismo sentido, y referente al último punto, a mí no me queda claro todavía, no me queda claro si ese cuestionamiento, esa respuesta que puedan dar las grandes potencias de la periferia va a ir hacia una transformación del sistema o simplemente a apoderarse sus clases dominantes de las ventajas del sistema sin cambiarlo. Sí, eso no. Je fais un commentaire là-dessus parce que c'était un point très important, évidemment. Es más o menos en ese sentido. Sí, o sea, cuando hablas de las periferias deberían cambiar un poco las estructuras, no sé si tendrían que cambiar, pero ellas enfrentándose al centro o enfrentándose a otras periferias que consideren más débiles. Yo estaba pensando más no tanto en enfrentarse a lo mejor las periferias, sino en los procesos de integración regional. ¿En los procesos? De integración regional. Estoy pensando más, o sea, no tanto en contradicción, ¿no? Lo que decía él, sino a un esfuerzo de posibilidad. Bueno, sobre este tema del futuro, de cómo cambia las posiciones en la estructura de los intereses que se juegan, ¿alguna cuestión más? Nadie pregunta por el centro, parece que los del centro ya hemos asumido que nos van a masacrar. Nadie pregunta por la respuesta posible de Estados Unidos. Bon, écoutez, dans l'histoire, il n'y a pas... Le remake d'un bon film, c'est comme tout le monde sait, un mauvais film. Hein. Bon. Donc, Bandung, si Bandung a été un bon film, un remake de Bandung serait un mauvais film.
Mais il n'empêche que quelque chose du même genre n'est pas, non seulement n'est pas impossible, mais à mon avis est une forte probabilité. C'est-à-dire, à Bandung, il y a eu le Bandung officiel et le Bandung caché. Le Bandung officiel, c'est les documents publiés, signés par, ils étaient 30, 50, je ne sais rien, chefs d'État ou de gouvernement de l'Asie et de l'Afrique de l'époque. Il y avait très peu d'Africains, puisque l'Afrique n'était pas encore indépendante, mais les mouvements de libération nationaux qui étaient dans la phase finale de leur développement l'ont adopté très rapidement, et ensuite les États africains ont adhéré. Bon, mais le Bandung caché, c'était les débats, les discussions. Il y a eu entre Choi Nai, Nehru, Sukarno, Nasser. Bon. 4 personnages très différents dans 4 pays très différents. Mais il y avait un dénominateur commun qui était anti-impérialiste. Il faut parachever notre indépendance en soutenant ceux qui ne sont pas encore, c'est-à-dire les Africains, à devenir, parachever notre indépendance politique par un développement économique accéléré, centré sur l'industrialisation, et cela ne peut pas être fait, alors Choi Nai était convaincu de cela, sans socialisme, ou avec une dimension de solidarité nationale fondée pas seulement sur des mots, mais fondée sur une dimension sociale du projet de développement. Je ne dis pas socialiste, mais social. C'est-à-dire à travers la généralisation de l'éducation, une mobilité sociale vers le haut, à travers des procédures de garantie de l'emploi, etc. Des choses comme cela. On appelle social-démocratie du pauvre, si vous voulez. Et c'est ça qui a donné le projet. Qui a contraint l'impérialisme à lui s'ajuster. C'est un point important. L'impérialisme a été lui contraint à s'ajuster à cela. Ça va se reproduire dans des formes nouvelles. J'en suis persuadé. Alors ça m'amène à la deuxième question. La Chine et les autres pays émergents. D'abord, il y a 2 visions très différentes. Si vous lisez les documents de la Banque mondiale, ou probablement de l'Union européenne, de l'OCDE et de beaucoup d'autres, ils parlent de marchés émergents. La Chine, le Brésil, comme des marchés émergents. Il s'agit de nations émergentes, C'est très différent. Une nation, un marché. Une nation, ça serait du cas un marché. Mais la vision bourgeoise normale, c'est un pays, une nation, ça n'existe pas. Il y a un marché. Bon. Et ces nations émergentes ont su effectivement, avec efficacité, s'inscrire dans la mondialisation, dans ce que j'ai appelé la deuxième belle époque, 1990-2008, de mondialisation libérale, avec plusieurs choses. Une accélération de l'industrialisation fondée sur top priorité à l'industrie d'exportation. La Chine des années 90 est typique de cela. On peut dire à des degrés divers, les autres pays sont très différents. Deuxièmement, et c'est ça qui distingue la Chine peut-être des autres, en dépit des apparences, avec un certain contrôle de l'État sur cette ouverture.
C'est pas vrai que le capital étranger ne fait pas n'importe quoi en Chine comme il le fait au Congo. C'est pas vrai. Bon. Donc avec un certain contrôle, une certaine maîtrise discutable, parce que les trous, la corruption, etc., ne sont pas insignifiants. Et effectivement, en termes de croissance, en termes non seulement de la croissance du PIB, même si c'est un très mauvais instrument pour mesurer beaucoup de choses, mais aussi en croissance de leur position dans le commerce mondial, très évident. Numéro 1, la Chine, mais on avait avant la Chine la Corée du Sud, Taïwan, qui l'avait fait. Et la Chine, numéro 2, l'Inde, le Brésil et quelques autres, numéro 3, et numéro 4, on peut les classer. Bon. Ce modèle n'est pas viable. Il ne durera pas. La page est en train d'être tournée. Avec la crise, nous rentrons dans un approfondissement de la crise. La crise ne peut pas être surmontée par une remise en place d'un système crédible, d'un système financier crédible. Cette possibilité se heurte à sortent déjà et vont se heurter à des handicaps grandissants. Alors, est-ce que les nations émergentes vont s'entêter dans cette voie et s'enliser, ou est-ce qu'ils vont corriger le tir? Les deux sont possibles. Moi, je crois que la Chine corrigera le tir. Et la preuve, c'est qu'elle a commencé à corriger à partir de 2002. La classe dirigeante chinoise est la seule classe dirigeante du monde qui s'attendait à l'effondrement financier. Écoutez, ce n'est pas pour me vanter personnellement, mais comme j'ai écrit en 2004, en 2003, qu'on aurait un effondrement financier avant 10 ans, on a eu 6 ans après. Bon, avant 10 ans, j'ai été invité à en discuter, pas en Espagne, pas en France, pas aux États-Unis. J'ai été invité à Pékin pour en discuter à l'école du Parti communiste chinois. Il ne m'avait pas attendu, puisque j'ai appris là-bas qu'en 2002, Hu Jintao et la majorité avec Hu Jintao avaient déjà décidé de corriger, d'amorcer la correction du tir par une conversion partielle vers le marché intérieur à travers 3 grandes initiatives qui continuent à se développer. 1, les investissements d'infrastructures gigantesques dans les provinces de l'intérieur, jusque du côté de Xinjiang et le Tibet, mais surtout dans les provinces de l'intérieur, de façon à créer des bases industrielles, pas seulement côtières, etc. 2, des investissements gigantesques dans l'agriculture paysanne pour augmenter la production par hectare, la productivité du sol, intensifier. Pas exproprier les paysans, intensifier. Et 3, la rénovation de toutes les industries du Nord-Est, de la Manchurie. Ça veut dire que... Bon, alors, on peut... Là, maintenant, la dimension socialiste ou capitaliste, disons, c'est un point essentiel. Pour moi, après Deng Xiaoping c'est encore très mélangé, mais après Deng Xiaoping, et surtout dans les années 90, donc, l'option est capitaliste claire. Et c'est une option, en même temps qu'elle est capitaliste claire, elle est illusoire, c'est-à-dire un capitalisme national qui va être indépendant du capitalisme dominant des centres impérialistes. En dépit de ses succès. Mais comparativement, l'idée de pouvoir reproduire la voie sur la période occidentale européenne,
plus américaine qu'européenne maintenant, mais la voie occidentale, disons, impossible historiquement. Je l'ai dit pourquoi. La voie occidentale n'a été possible qu'avec un débouché, une soupape de sécurité fantastique. Le jour où vous décidez d'accélérer, de tolérer l'accélération de l'expropriation de votre paysannerie, le modèle occidental de l'agriculture capitaliste, de l'agriculture moderne, ce n'est viable que si vous avez un débouché, une soupape de sécurité fantastique d'émigration. Bon, comme je le disais, la question c'est pas 30 000 Marocains de plus en Espagne, c'est 50 millions, ou 100 millions, ou 300 millions de Chinois, et 200 millions, ou 300 millions d'Indiens, et 200 millions, ou 300 millions d'Africains. C'est ça l'échelle. C'est impossible. Là aussi, la classe dominante chinoise, elle n'est pas la seule, et la vietnamienne, qui sont les deux seuls, ont compris que leur développement, même capitaliste, ne pouvait être fondé que sur la garantie et le maintien de l'accès au sol de toute la paysannerie. Bon, alors les communistes parmi eux disent égal, les moins communistes disent à peu près égal. Ce qui veut dire pas mal d'inégalité aussi. Bon, mais cet accès au sol, qui est jusqu'à présent. Alors, l'accès au sol, la question de la transformation du sol agricole en marchandise a été posée en Chine dans les années 90. La mode à l'époque, ou sous la pression des intellectuels chinois économistes lavage de cerveau aux États-Unis était en faveur de cela. Et puis il y a eu le pouvoir politique chinois. Quand le pouvoir chinois affirme aujourd'hui qu'il n'est pas question de privatisation de la propriété du sol, il est honnête. Je crois qu'il le veut. Je ne sais pas si cette garantie est solide pour l'avenir, mais en tout cas elle est réelle. Même chose au Vietnam. Alors ça implique la possibilité, pas la certitude, la possibilité que le correctif imposé par l'évolution du système mondial s'associe à un correctif social. Et là encore, je ne dirais pas socialiste. S'associe à un correctif social. C'est-à-dire au moins l'abandon d'une époque sauvage de surexploitation de la main-d'œuvre et un développement des protections des droits sociaux, etc. Évidemment, ça ne viendra pas par la classe dirigeante toute seule s'il n'y a pas de pays. Il y a des luttes en Chine. Il y a des luttes très fortes, beaucoup plus fortes que dans le reste du tiers-monde. Alors, de résistance paysanne, de résistance ouvrière, avec des victoires. Et il y a un rapport entre ces luttes et les conflits confus, non pas confus, les conflits cachés dans la classe dirigeante symbolisée par le Parti communiste ou le bicommuniste. Bon. Alors, maintenant, est-ce que il y a ta question sur périphérie et périphérie faible? Oui, la tentation existe, très forte, que les périphéries émergentes fortes, comme la Chine, mais aussi l'Inde, le Brésil, voient dans les périphéries faibles, l'Afrique en particulier, une zone d'expansion à leur bénéfice exclusif, sans aucun analogue à ce que l'impérialisme
Pour l'impérialisme, je l'ai dit, l'Afrique est importante pour les Africains. L'Afrique est importante pour ses ressources naturelles. Les Africains sont des amateurs qui existent malheureusement sur le continent. Et moins il y en a, mieux c'est. L'idéal, c'est les pays pétroliers où il y a 3 bédouins et beaucoup de pétrole. Mais la tentation est donc très forte. Et il y a des signes de cela. C'est-à-dire des installations beaucoup plus brésiliennes. Un truc brésilien au Ghana pour faire de la canne à sucre destinée à un gros fuel. Je dis à des Brésiliens au XIXe siècle et avant, vous importez les nègres pour en faire des esclaves chez vous, maintenant vous allez les rendre esclaves chez eux. Vous établissez un régime d'esclavage à domicile là-bas. Si. Et il y a des choses comme ça. Mais je crois que la violence de la confrontation avec l'impérialisme va amener à corriger cela. C'est-à-dire, et c'est là où on regarde Bandung. Giovanni Arrighi a fait une observation que j'ai trouvée très juste. À Bandung, la solidarité entre les pays et peuples, les nations d'Asie et d'Afrique était une solidarité politique. Parce qu'au plan économique, ils étaient zéro tous. Il n'y avait rien à échanger. Il n'y avait aucune industrie nulle part. Alors, les complémentarités économiques, c'était du blabla. Mais la solidarité politique était très forte. Et la solidarité politique a donné des sous-produits intéressants, comme le relèvement du pétrole en 1973, c'est plus tardivement, comme une certaine récupération du contrôle de certaines ressources naturelles. Bon. Et le conflit maintenant sur ces problèmes avec l'impérialisme dominant, notamment avec les interventions militaires, ou les classes d'intervention militaire, c'est un domaine du débat politique déjà, du débat politique entre les responsables politiques, en tout cas ceux qui ne sont pas complètement des laquais ou rien du tout, des exécutants au service des multinationales. Même en Afrique. Et alors ça peut être... Je n'écarte pas le danger, mais je pense que il n'est pas... c'est une image très simplifiée de dire ces pays vont se comporter exactement comme des impérialistes, etc. Ils ne sont pas dans une situation objective des impérialistes. Ils n'ont pas les moyens d'intervention militaire, par exemple, ou les possibilités politiques de le faire. Donc ils ne sont pas dans une position analogue. Alors, ça peut redonner, pour revenir à la première question, un Bandung, pas un remake, mais un Bandung 2, si on l'appelle comme ça. C'est d'ailleurs à la mode maintenant en Asie, en Afrique, avec le Bandung 2, on va voir en Indonésie, en octobre, grande réunion là-dessus. Mais, alors, les intégrations régionales, elles ont une place importante. L'intégration régionale, c'est un peu la tarte à la crème. L'intégration régionale a été vue et mise en place partiellement en réalité comme building blocks de la mondialisation. C'est-à-dire des marchés communs qui facilitent la tâche à la domination du capital dominant plutôt que la parcellisation de tous ces petits marchés, etc. C'était le cas de l'idée du marché commun, y compris le marché commun européen. C'est-à-dire l'Europe est la région la plus mondialisée, la plus vassalisée par rapport aux États-Unis, de son propre choix. Donc, c'est pas cette formule. Et nous voyons émerger une autre. Alors, il y a eu entre-temps une formule ambiguë
qui est comment ça s'appelle, entre le Brésil et l'Argentine. Mercosur. Le Mercosur, qui est à la fois un marché commun, intégré, qui a fait le jeu de l'industrie brésilienne au détriment de celle de l'Argentine, mais qui était en même temps s'autonomiser un peu par rapport au marché dominé par les États-Unis sur le continent américain. Maintenant, nous voyons émerger d'autres types de régionalisation, beaucoup plus positives. Il y a, pour l'Amérique latine, puisqu'il y a des avancées révolutionnaires, l'Allemagne. Bon, l'Amérique latine a réussi déjà un grand coup, c'est de mettre en échec complètement le plan américain de l'ELCA. Bon, la seule terre éligible thèse, c'est le malheureux Mexique. Ça, c'est une défaite historique. Je ne sais pas comment les Mexicains, il faut qu'ils retournent à leur tradition révolutionnaire, ils en ont eu, pour se débarrasser de cela. Hein. Mais, alors l'Allemagne. Mais l'Allemagne, jusqu'à présent, se heurte à de grandes difficultés. Notamment au refus du Brésil de le voir comme... le projet de l'Allemagne, c'est un projet non pas de marché commun, mais de solidarité économique, et politique en même temps, mais économique, en matière d'infrastructures, de ressources naturelles, voire de spécialisation industrielle, etc. Et la philosophie d'un bon projet, avec son sous-projet qui le souffre comme monnaie commune, c'est-à-dire prenant une distance par rapport à une dépendance totale par rapport au dollar de toute l'Amérique latine jusqu'à présent. Bien. On a d'autres projets régionaux d'une autre nature. Le groupe de Shanghai. C'est très intéressant. Parce que si vous lisez le rapport de la CIA, j'en ai fait une critique et j'ai donné le papier. Le rapport de la CIA sur le groupe en 2025, c'est un rapport amusant. Parce que c'est un rapport qui nous révèle rien que nous sachions déjà, mais beaucoup sur comment pense la classe dirigeante des États-Unis. C'est important de le savoir. Eh bien, dans ce rapport, il y a un seul ennemi, c'est la Chine. Et il y a un seul plan régional dangereux, c'est le groupe de Shanghai. Il traite avec beaucoup de mépris l'Amérique latine, il y a une cause de racisme, encore plus à l'égard de l'Afrique, mais par contre, le groupe de Shanghai, ils y voient le danger. Effectivement, parce que c'est un groupe, le projet de Shanghai, qui est un projet des classes dirigeantes, c'est pas un projet amateur, et de sortir de la mondialisation financière et monétaire sans proposer un consensus mondial pour un régime magnifique pour lequel les conditions n'existent pas, à l'échelle des rapports entre les grands pays et les autres du groupe de Shanghai, développer une indépendance technologique, indépendance d'armement, c'est pas des choses négligeables, et c'est une autre vision de la régionalisation, si on peut l'appeler ainsi. C'est pas un marché commun du tout. Pas du tout. Bon, alors, la régionalisation la plus vulnérable dans le moment actuel, c'est l'Europe. L'Europe qui croit être le plus avancée dans la régionalisation par la création même de l'Union européenne, telle, et sinon pour tous les pays, tout le monde, pour tout le pays, une monnaie commune qui est l'euro, c'est celle qui est, à mon avis, qui va se désagréger avec l'approfondissement de la crise autour des 10 ou 21 années à venir. Voilà, ça c'est un autre problème discuter longtemps. Profesor, no sé si he hablado porque he llegado tarde. Soy lector suyo asiduo de sus artículos de prensa.
Venezuela, Bolivia y Ecuador en relación a la revolución bolivariana y el poder que Chávez tiene con los recursos petrolíferos que Maracaibo tiene y la posible alianza, digamos, ideológica con Irán. Sí, bueno, moi je crois qu'au cours des 20 dernières années, nous avons eu des avancées au pluriel, et j'ose dire révolutionnaires, ça veut dire non pas la révolution, mais des avancées de nature qui créent modifient qualitativement des rapports de force en Amérique latine. L'élection, je considère parmi ces avancées révolutionnaires, les deux élections de Lula, quelle que soit la politique développée par le gouvernement de Lula, l'élection de Chavez et sa deuxième élection, celle de Evo Morales, celle de Correa, et même celle de Kirchner. Ouais, compliqué. Bon, pas vous, parce que vous êtes espagnol et vous connaissez mieux l'Amérique latine que beaucoup d'autres. Oui, je voyage souvent à l'Amérique latine, à Colombie. Oui, à cause. Ah oui, alors c'est pas mais vous, à cause de la communauté linguistique et beaucoup d'autres choses, vous connaissez mieux. Mais très souvent, les Européens parlent de l'Amérique latine comme si c'était un pays. Comme ils parlent de l'Afrique. Bon, chaque cas est très différent. Dans le cas du Brésil, la victoire a été due à une conjonction de forces de nature différente. Un mouvement ouvrier puissant, et je dirais social-démocrate. Mais au fait, c'est plus terme, social-libéral, représenté par la CUT. Bon, un mouvement paysan resté et un mouvement des pauvres, des favelas, à l'époque, à un moment d'imprégnation très forte de la théologie de la libération. Et cette conjonction m'a donné cette victoire. Elle a donné cette victoire dans un pays où la bourgeoisie, c'est le pays d'Amérique latine, où la bourgeoisie est le plus fort. Ce n'est pas une petite bourgeoisie de Rastaquera, comme au Venezuela, de rien du tout. C'est une bourgeoisie réelle, avec un lien de l'impérialisme qui est largement vassal, disons vassal comme les bourgeoisies européennes ne sont par rapport aux États-Unis, mais c'est des bourgeoisies réelles, c'est pas des bourgeoisies inventées. Bon. Et donc, une puissance qui a réduit la possibilité de transformation au Brésil à très peu de choses. C'est-à-dire à de la redistribution en faveur des pauvres, qui est en soi une chose qui est antipathique, mais sans plus. Donc, piétinement. Le Venezuela, c'est un pays totalement différent. Le Venezuela, le pétrole a détruit le Venezuela. Le Venezuela, c'est plus un pays. C'est un puits de pétrole. Détruit complètement l'agriculture. Le peu d'agriculture qu'il y a au Venezuela, c'est des émigrés de Colombie. Oui. Bon. A détruit l'industrie. Il n'y a pas d'industrie. On importe tout. Et malgré cela, il y a eu un mouvement populaire qui a permis à Chavez de gagner des élections. Et malgré cela, il y a eu un sentiment national dans l'armée qui a empêché la victoire d'un coup d'État de la CIA. Et le Venezuela, jusqu'à présent, n'a pu faire, lui aussi, que de la redistribution à partir de l'utilisation d'une partie de la pétrolière pour l'éducation et la santé.
avec l'assistance technique, parce qu'ils n'avaient même pas la compétence pour le faire économique. Créer une diversification, une économie diversifiée, c'est une tâche de longue haleine et difficile. Donc ce système reste, malgré toute la sympathie qu'on peut avoir, une grande sympathie, très vulnérable. Bon, Équateur, c'est une autre histoire, encore plus compliquée. Bon. La Bolivie, vous le savez plus autant, mieux que moi, c'est 2 pays. Et il y a l'Altiplano qui est un paysan indien, et puis il y a les basses terres où se trouve par hasard le pétrole, le gaz, avec une population d'origine européenne, dans l'ensemble souvent passablement méprisante pour les Indiens de l'Altiplano. Donc Evo Morales a été un génie politique d'arriver à la fois de mobiliser ce mouvement paysan, mais aussi d'établir un rapport non conflictuel avec une partie du reste de la Bolivie, mais ça reste aussi un pays fragile. Bon. Bien, alors, le rapprochement avec l'Iran, moi je les comprends très bien. L'Iran n'est pas l'ennemi. L'Iran est l'ennemi de personne, sauf que le régime iranien est l'ennemi de son propre peuple, mais ça c'est autre chose. Et notamment des femmes. Mais enfin, ça c'est autre chose. Mais l'Iran n'est pas une menace. Ça c'est un discours inacceptable. L'Iran menace, etc. Et même si l'Iran était une menace au chef arabe, je suis pourtant arabe, du Golfe, ça ne me déplairait pas beaucoup. Bien. Donc, ce rapprochement, étant donné que, en l'occurrence, l'Iran est aussi un grand pays pétrolier, et que par conséquent, sur le front du pétrole, ils peuvent mener en commun des batailles, ne me paraît pas du tout justifié, au contraire. Tout le temps, vous parlez de l'argent, des pays, des nations et tout, mais dans les cours, on parlait presque tout le temps de l'argent. C'était pas de Tout ça. En el máster estamos hablando todo el tiempo del capital, no tanto de los países y de las naciones. Entonces, ¿hasta qué punto las naciones tienen fuerza de decidir qué van a hacer y cómo pueden decidir que mucho dinero, mucho capital extranjero siga sus órdenes? Porque tú estás diciendo que la China... No, bueno, me disculpo, es que la mayoría no son economistas. Y por lo tanto, en el máster primero hay que darle un proceso de explotación de capital, el recurso de capital, y del país ya sabemos. Je ne sais pas rentrer dans les affaires intérieures, comment est organisé ce master ou pas, je n'en sais rien. Mais, Vous disiez que la Chine commence à faire un système financier des différents, de contrôler, je ne sais pas quoi. Mais comme la Chine peut contrôler la fuite par hasard s'il arrive du capital de l'extérieur. Les capitaux étrangers investis en Chine sont un peu prisonniers. Ils n'ont pas l'intention de partir et ils n'ont pas l'intérêt à partir, même si des conditions plus sévères sont graduellement imposées. Et la Chine n'a pas besoin c'est pas besoin de capitaux. Le capital étranger a été utile dans l'émergence, dans la mondialisation, dans une première phase par transfert de technologie principalement, plus que d'argent. Mais maintenant c'est un peu dépassé. Ce capital est utile pour la Chine dans la mesure où il facilite l'accès au marché extérieur. Il y a une relation étroite avec une priorité donnée
aux exploitations. Maintenant, l'excédent de la balance commerciale chinoise qui est classé en bon trésor américain, moi je l'ai dit, je le lis comme la Chine finance la mort lente des États-Unis, parce qu'une mort brutale des États-Unis serait une chose très dangereuse. Il pourrait envoyer une bombe atomique à travers le monde. Mais elle finance sa mort lente. Ce n'est peut-être pas une stratégie stupide. Yo simplemente, bueno, para ir acabando ya, porque tenéis que descansar de la próxima clase, decir que, bueno, queremos volver a agradecer que la última cuestión ha vuelto a poner de manifiesto algo que en todo este primer curso del máster, sobre todo en el seminario, en el módulo 1, hemos ido viendo, es decir, en realidad nosotros podemos empezar estudiando el modo de producción capitalista, pero el capitalismo histórico, el capitalismo real será en formaciones sociales. Por eso metemos la distracción. Y yo pienso que lo que ha planteado aquí Samir es, en realidad, que las contradicciones y los problemas del capitalismo real se están dirimiendo, se están planteando en ese ámbito de las relaciones políticas y de poder, en última instancia, pues son las que dirigen. Pero para entender también eso hay que primero tener en cuenta pues esa difícil relación entre lo económico y lo político. Mais pour faire un commentaire sur la question du camarade, non pas sur comment ça est organisé votre cours, mais sur la question. Il y a une phrase de Mao, très, très chinoise, hein. Les Chinois aiment beaucoup les chiffres et des symbolisations à partir de chiffres. Il y a les 4 déviations, les 5 crimes, les 6 bonnes choses, les 7 machins chouettes, etc. Et ça change tout le temps. Hein. Une phrase de Mao qui pose bien le problème, qui dit « Les États veulent l'indépendance, les nations la libération, les peuples la révolution ». Cette phrase peut être totalement incompréhensible, hein, et elle a été incompréhensible ou donné lieu à des commentaires de nature soit laudatif, soit de dénigrement sens. Le sens de cette phrase est très, très fort. Les États, ça veut dire les classes dirigeantes. Les États veulent l'indépendance, c'est-à-dire les classes dirigeantes, sauf quand elles sont de laquais, des valets, hein, veulent, dans le système, qui est le système capitaliste mondial, une marge qu'ils appellent l'indépendance. Pas plus. Les nations, ce n'est pas la classe dirigeante. Et ce n'est pas tout le monde. Les nations, dans le marxisme maoïste, le marxisme chinois, c'est le bloc historique, appelons-la, même si le mot n'est pas à la mode, moderniste. Le bloc historique qui veut sortir de la tradition et développer, qui est les classes populaires, mais aussi des fractions de la bourgeoisie. Une garde veulent la libération. La libération, c'est plus que l'indépendance. C'est une indépendance renforcée par une capacité d'autonomie vis-à-vis du système mondial, même si on appartient. Et les peuples veulent la révolution. Les peuples, c'est les classes populaires, c'est pas tous les gens qui habitent sur un territoire. C'est les classes populaires veulent la révolution, c'est-à-dire le socialisme, c'est-à-dire d'autres rapports sociaux. Et l'histoire, c'est la combinaison des trois. C'est-à-dire l'histoire, mais ni les classes populaires sont partout les mêmes et elles veulent partout la révolution et le reste, c'est des bandes de salopards qui sont nos ennemis, ni le dogme nationaliste, les nations, hein, etc., la culture et le dogme nationaliste, ni la géopolitique de la CIA, hein, qui ne connaît que les classes dirigeantes. Et le rapport de la CIA que j'analyse, c'est très intéressant. Elle ne connaît que les classes dirigeantes. Les peuples n'existent pas. Hein. Pour eux, les peuples sont des imbéciles qui suivent les classes dirigeantes. Donc l'important, c'est de négocier avec les classes dirigeantes. Et
Mao, c'est une combinaison conflictuelle des trois. Il y a les trois. Alors, je crois que ça aide à comprendre la question qu'il pose. Et on ne peut pas raisonner. Alors, le raisonnement économiciste, c'est qu'il n'y a pas de classe dirigeante, il n'y a pas de classe populaire exploitée, il n'y a pas de nation, il y a seulement des individus et le marché. Alors ça, c'est une théologie plate, néolibérale. Bon. Ce n'est pas le monde réel, c'est un monde imaginaire, totalement imaginaire. Bon. Mais face à cela, on a aussi des idéologies nationalistes, ça existe, et des idéologies prétendues marxistes, à mon avis, c'est une super simplification, c'est-à-dire c'est la version des classes populaires, privées, ouais, il y a ça, il y a une combinaison de trois qui est la réponse à la question. Muy bien, bueno, pues para acabar, ya esto último que han dicho son herramientas, acumulación, dominación y rebelión, ya sabéis en qué lado de la historia nos toca estar. Por lo tanto, ahí seguiremos. Muchas gracias a Santiago.